Bonjour à tous, je suis avec 3 coordinatrices et un coordinateur de Booster. Bonjour mesdames et monsieur. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer ce que c'est qu'un booster? Allez, honneur aux hommes. Merci. Pourtant, la galanterie voudrait que je vous laisse parler. Donc, les boosters, ce sont des initiatives régionales portées par des pôles de compétitivité et qui visent à faire la promotion de l'utilisation des données spatiales. Donc, l'idée, c'est que les entreprises développent de nouveaux services, de nouveaux produits à l'aide des données spatiales. Les données spatiales ont, si on classifie ça en 3 catégories, 3 grandes valeurs ajoutées. Donc, la partie couverture géographique, la partie télécom et la partie observation. Donc, sur ces 3 grands domaines, on peut développer un certain nombre de services qui permettent d'avoir des nouvelles technologies innovantes. Alors, parmi les boosters, on aborde différentes thématiques. Moi, je m'occupe essentiellement du maritime. Et dans le maritime, on peut avoir des services sur les détections de la glace, les détections de pollution, le routage maritime. Enfin, les applications sont presque infinies. D'accord, alors quand vous dites données spatiales, ça veut dire qu'on prend des données qui proviennent des satellites et qu'on peut les utiliser, les utiliser pour faire des choses au quotidien, c'est ça, pour les particuliers ou pour les entreprises. Dans 3 domaines, l'observation de la Terre, les télécoms et le 3e, c'est la géolocalisation. Ouais. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez un exemple concret, par exemple? En fait, pour l'utilisateur final, c'est transparent. Il ne va pas voir qu'on utilise la donnée spatiale. Mais par contre, l'utilisation de la donnée spatiale nécessite un traitement particulier pour que l'utilisateur final ne le voit pas. En fait, c'est de l'interprétation des données, c'est ça? Oui, exactement. En gros, aujourd'hui, tout le monde utilise des données spatiales. Le smartphone, aujourd'hui, utilise jusqu'à, je crois, 40 satellites pour localiser quand vous utilisez Google Maps ou quand vous cherchez un restaurant ou même quand vous utilisez rien que votre GPS, vous utilisez des données spatiales. 40 satellites rien que pour ça? Ouais. Alors du coup, vous êtes 4. Est-ce que vous pouvez me dire chacun d'entre vous de quoi vous vous occupez spécifiquement? On commence par vous peut-être? Donc bonjour, moi je travaille au pôle Aerospace Valley, donc qui est coordinateur du booster Nova. Donc on est dans le sud de la France, dans le sud-ouest. Et donc en fait au niveau du booster Nova, nous l'objectif c'est de coupler tout ce qui est numérique et spatial en fait. C'est de faire rentrer le spatial dans l'ère du numérique et de permettre tout ce qui est digital de pouvoir s'approprier les données spatiales pour aller du spatial vers le non spatial et développer de nouvelles applications dans la vie quotidienne. Donc après, ça rejoint les thématiques. Et est-ce que vous avez un exemple à me donner? Alors un exemple, donc, dans le Booster Nova, on a un slogan, c'est Dream It, Make It, Boost It. Donc on a différentes thématiques. Sponsorisé par Daft Punk. Pour ma part, je suis dans la partie Dream It, ce qui va être émergence de projet. Et par exemple, on développe, on coordonne un événement qui est porté par le CNES, qui s'appelle Act in Space. Ah oui, c'est vous? C'est ça, qui est un hackathon international et qui, en 24 heures, on va permettre aux gens de développer de nouvelles applications. Et par exemple, il y a 20 startups qui ont été créées depuis le début d'Act in Space. C'est un exemple d'action. Donc des emplois qui sont créés en même temps. Tout à fait. C'est le but, il y a un but économique à tout ça. Hein. Exactement. D'accord. À vous. Bonjour, moi je suis Sandrine Mathieu. Je travaille pour le pôle SAFE. Et je m'occupe du booster Space for Earth dans la région sud-est de la France. Mon rôle et le rôle des gens qui s'occupent du booster, c'est de faire le lien entre les données du spatial, les technologies du numérique et les applications. Et pour ça, donc, il y a un exemple ici sur le Paris Air Lab avec Hydroportal 3D qui est porté par la société IGEO et qui a été accompagné par le booster. Et là, c'est une société qui, à l'origine, ne traitait pas de données spatiales du tout, mais qui voulait faire un produit qui puisse s'utiliser pour la gestion des bassins versants. Par exemple, pour pouvoir gérer des crues, pour pouvoir anticiper des crues, mais pouvoir aussi mieux gérer toutes les ressources en eau. Et pour ça, on les a connectés avec les données des systèmes européens Copernicus, qui sont des satellites qui observent la Terre et qui permettent d'avoir tous les jours des informations sur la végétation, par exemple, mais aussi les pluies, l'atmosphère, tout ce qui concerne en fait la gestion de la surface de la Terre. Et ils ont réussi à se les approprier d'une manière absolument magistrale, et je ne dis pas ça parce qu'ils sont là. Ah bah voilà, ils nous écoutent, bravo.
pour pouvoir faire un service qui a vocation à devenir opérationnel sur la gestion des bassins versants. C'est typiquement un exemple d'une société qui était plutôt dans le numérique, dans les plateformes, qui s'est approprié des données qu'il ne connaissait pas forcément pour aller vers un utilisateur en conditions opérationnelles. Alors vous, dans le maritime? Dans le maritime, je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde. Il y a eu récemment le Vendée Globe. Et vous savez que les bateaux, pendant le Vendée Globe, n'ont pas le droit de dépasser dans l'hémisphère sud une certaine limite pour des raisons de sécurité avec les icebergs. Ah oui, bien sûr. Et on a une société chez nous qui s'appelle CLS qui fait la détection d'icebergs par satellite. Donc là encore, c'est une valeur ajoutée des satellites, c'est la capacité d'observation. Vous ne pourriez pas envoyer des bateaux pour voir où sont tous les icebergs, mais grâce à un satellite, vous avez une couverture globale qui vous permet de dire attention, il y a un iceberg là. Et le mélange de cette observation avec des modèles de dérive, parce que les icebergs, quand ils remontent un petit peu dans l'hémisphère, ils ont tendance à se réchauffer, ils se divisent en plusieurs morceaux. Ce mélange de numérique qui permet de suivre ces morceaux avec des calculs de dérive permet d'établir la zone de sécurité et qui empêche les bateaux de traverser cette zone. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui, voilà, ces limites-là dans le Vendée Globe sont déterminées grâce aux techniques satellites. Très bien. Et vous? Donc, moi, je suis Séverine Coupé, je suis la coordinatrice du booster Seine-Espace qui s'étend sur la vallée de la Seine, coordonnée par le pôle de compétitivité Aztec Paris Région, qui traite d'aéronautique, de spatiale et de défense donc en Île-de-France. Nous sommes un peu comme Aerospace Valley sur point de vue thématique. Donc ça va de la pollution atmosphérique en passant par la mobilité intelligente ou tout ce qui est smart cities, gestion de l'énergie, etc. Et peut-être pour illustrer aussi ce que peuvent faire les données du spatial, on a soutenu par exemple un projet de la société RéuniWatt qui vise à optimiser la gestion des parcs photovoltaïques. Donc avec une hybridation à la fois des données du spatial et des données sol. Et donc pour faire un outil permettant d'avoir le plus fort rendement pour ces gestionnaires de parcs photovoltaïques. Et c'est des marchés juste énormes qui sont adressés. Et comme disait Phil, l'idée c'est que l'utilisateur final ne sache pas qu'il utilise ces données. Tout comme on a également des projets qui touchent plus les télécoms. Oui. Qui vise à développer un système de positionnement ultra précis entre 4 et 80 cm, quelle que soit la localisation sur terre ou sur mer. Donc on voit tout un tas d'applications sur tout ce qui est dronification des activités. Et cette techno, typiquement, est basée sur 6 brevets du CNES. Et donc ils vont quelque part vulgariser l'utilisation de brevets avec une technologie très pointue pour du grand public. Et c'était un peu ça l'idée des boosters, c'était de mixer des communautés qui aujourd'hui ne se parlent pas pour faire de la valeur ajoutée et des emplois. Et quand vous parlez de télécom, est-ce que vous avez travaillé sur les données de Galileo, par exemple? Quand il sera en service, c'est vraiment opérationnel? Alors, on va attendre qu'il soit opérationnel. Oui, non, mais bien sûr. Il est opérationnel. Pardon. Il l'est en partie, oui. Il y a certains services qui sont opérationnels. Il y a 4 services en tout sur Galileo. Pardon, je prends la main parce que c'est un truc que je connais un peu. Il y a 4 services en tout sur Galileo et le premier service est opérationnel. Donc, c'est le service en fait qui permet de faire de la géolocalisation simple. D'accord. L'avantage de Galileo par rapport au GPS, c'est qu'en plus, il y a des capacités d'authentification du signal, c'est-à-dire qu'on sera capable de dire que vous avez été à tel endroit, à tel moment, et ça, c'est extrêmement important pour certains types de services. Je suis pas sûre que ça m'arrange, en fait. Moi, ça me fait flipper, hein. Vraiment, je suis pas très à l'aise avec l'idée. Mais seulement si vous activez le service, rassurez-vous. Ah, bah tout va bien. Donc ça permet de mettre en œuvre des nouveaux types de services. Avant, on avait juste la localisation, mais on ne pouvait pas authentifier le fait que la personne qui s'identifiait était vraiment là, que c'était vraiment elle qui était là. Maintenant, c'est possible. Après, il y a aussi d'autres services du type Search and Rescue, c'est-à-dire par exemple les recherches en mer, pour les sauvetages en mer.
Ça, Oui. ce sera, ou ailleurs d'ailleurs, pas forcément en mer, ça, ce sera opérationnel un petit peu plus tard, parce que ça demande des géolocalisations bien plus précises. Quoi qu'il en soit, Galileo, il y a déjà une partie du service qui est opérationnelle, il y a 7 satellites qui tournent, et il y en a d'autres encore qui vont être lancés. Oui, oui. Et en termes de données spatiales, vous travaillez seulement sur les projets français, européens ou du monde entier? Comment ça se passe? Parce que les données spatiales des projets français et européens, c'est nos impôts, hein. C'est vraiment de l'argent public. Donc c'est normal qu'on ait accès à ces données. Mais du coup, à quelles données vraiment vous avez accès? Est-ce que c'est vraiment géographiquement lié? Ou est-ce que, par exemple, vous avez accès à des données des satellites de la NASA, par exemple? Ou de la JAXA ou des Russes? Alors, Ou des Chinois? alors les entreprises qui s'occupent aujourd'hui, enfin, ou qui traitent des données spatiales, en général, ont accès à tout type de satellites. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'a dit Sandrine, le programme Copernicus, qui est financé par nos impôts, fournit des données gratuites sur l'ensemble de l'Europe et des territoires, on va dire, européens. Et par contre, ça n'empêche pas les entreprises d'aller acheter des données de satellites canadiens ou de satellites américains. D'accord. Mais du coup, elles ont un coût. Et Donc, oui. l'idée, c'est quand même d'utiliser la donnée gratuite avant tout, qui donne un certain avantage concurrentiel. Après, les entreprises qu'on aide, nous, elles sont plutôt basées dans nos régions respectives. Oui. Mais justement, c'est encore une valeur ajoutée du satellite, c'est que les services qui sont développés pour le maritime, par exemple, pour la cartographie d'habitats sensibles sur les côtes, elles peuvent être très bien, ce service-là peut être très bien répliqué aux États-Unis si on a des images de capteurs similaires. On pourra très bien faire le service à distance et voilà, développer comme ça à l'international un certain nombre de services. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on va aider, comme le disait Phil, plutôt les entreprises régionales, parce que ces écosystèmes régionaux, comme vous avez vu, on représente chacun une région, Oui. mais on n'est pas fermé. C'est une entreprise qui va avoir un besoin, qui va venir nous voir, et en écoutant un petit peu ce qu'elle a à nous dire, on va pouvoir lui dire, ben voilà, par rapport au projet que vous souhaitez faire, on pense que le meilleur schéma de financement, ça va être tel type, soit un schéma français, soit on part sur de l'international, soit on part sur du Horizon 2020, des projets européens. Mais c'est vraiment en fonction du projet de l'entreprise. On est là aussi pour les conseiller, pour quand on a un projet, leur dire ah ben tiens, est-ce que vous avez pensé aux données du spatial? Même pour des gens qui viennent pas nous voir forcément pour un projet qui va traiter de la donnée du spatial, on va creuser un petit peu et voir aussi si les données du spatial peuvent apporter un plus dans leur projet. Donc on traite vraiment toute typologie de projet et en fonction de la nature du projet, on l'orientera. On pourra également le mettre en relation avec des entreprises pour faire un consortium, pour lui donner toutes les chances d'avoir le financement demandé. Et on pourra l'accompagner tant sur la partie émergence du projet que post-obtention de financement pour le développement de son projet et faire la promotion des résultats. Après, on a aussi un rôle de conseil parce qu'au niveau des satellites, comme je vous disais, il y a les données qui sont gratuites, il y a les données qui sont payantes. Et en fait, en fonction, elles n'ont pas forcément la même utilisation ni la même résolution. Par exemple, les données Copernicus, elles vont pas avoir la même résolution, autant spatiale, on peut voir les mêmes distances ou elles passent pas aussi souvent que certaines données qui vont être payantes en fait. Donc, du coup, après, notre rôle aussi, c'est de pouvoir conseiller les entreprises en fonction de leurs besoins et de leur dire, ben, regardez, là, vous avez des services qui sont gratuits pour ce que vous avez besoin de faire, vous pouvez utiliser ces données gratuites. Mais sachez aussi, si vous voulez faire votre business plan et faire vos projections, que suivant ce dont vous avez besoin, il faudra peut-être envisager aussi d'utiliser des données payantes. Et c'est aussi à intégrer dans votre... Voilà, business dans plan, vos projections, tout ça. L'idée, c'est vraiment de faire... Enfin, chaque entreprise est différente, donc c'est vraiment du cas par cas. Mais l'idée générale, c'est de créer le cadre le plus favorable pour qu'il se développe. Donc on a différents types d'actions. On a de l'accompagnement de projets, de l'émergence, mais aussi on a par exemple accompagné des startups ici, au Paris CERNAB. Donc on va aussi leur organiser des formations. Voilà, on a différents panels de services qu'on peut leur proposer gratuitement et pour les aider à se développer. Donc si je suis une entreprise, n'importe où en France, ou si je suis un étudiant par exemple qui a envie d'entreprendre, qui a une idée, j'ai envie de faire appel à vous, comment on vous contacte ?
Alors, C'est très précis comme question. Il y a plusieurs moyens. D'abord, vous pouvez aller sur le site internet pour aller voir un peu ce qu'on fait et avoir nos différents contacts. C'est quoi l'URL? booster-codespace.fr. Ok. Ce sera dans la description sous la vidéo. Donc vous pouvez déjà faire ça. Ensuite, vous pouvez contacter aussi, on peut être contacté par le biais des pôles de compétitivité. Chacun de nous représente un pôle de compétitivité. Et ensuite, on va vers les gens aussi, c'est-à-dire on fait des animations, on va faire des opérations de sensibilisation, de formation. Donc ça nous est arrivé d'intervenir auprès des PME, dans des cafés discussions, auprès des étudiants aussi, pour susciter des vocations, des projets, des idées, pour leur faire connaître des choses dont ils n'avaient même pas idée avant. Donc il y a plusieurs moyens de venir vers nous. Mais vous pouvez aussi rajouter nos contacts dans votre vidéo. Ce sera fait, ce sera fait. Vous parliez tout à l'heure d'aller à la rencontre des étudiants pour provoquer des envies. Et en antenne, vous disiez que Thomas Pesquet avait fait un stage chez vous. Quel stage? Quand? Pourquoi? Comment? Est-ce que ça l'a décidé à subitement devenir astronaute? Je ne sais pas. Moi, à l'origine, je suis Thales Alenia Space et j'ai été détachée par la société Thales Alenia Space auprès du pôle SAFE pour coordonner le booster. Et donc, Thomas Pesquet est venu faire un stage chez nous à Cannes quand il était encore étudiant. Je ne sais pas si c'est ça qui lui a donné envie d'aller dans l'espace. Et c'était un stage de quoi, du coup? Mais c'est un stage d'ingénieur dans les systèmes aéronautiques et spatiaux. Ok, bah, c'est cool. Mais alors, du coup, vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas réveillé un jour en disant tiens, je vais aider les entreprises à utiliser les données du spatial pour créer des emplois. Donc, quels sont vos parcours, si on peut commencer par vous? Quelle formation vous avez et comment vous êtes arrivé là? Alors, à la base... Je sais que vous êtes astrophysicienne, c'est pour ça que je vous pose une question. À la base, je suis docteur en astrophysique. Quel était votre sujet de recherche, votre sujet de thèse, par exemple? Alors, je travaillais sur un type particulier de galaxies qui s'appelle les noyaux actifs de galaxies. Donc, c'est des galaxies qui vont émettre énormément d'énergie dans un tout petit volume. Et pour expliquer cette débauche d'énergie, en fait, le modèle théorique, c'est un trou noir central supermassif. Et donc qui va attirer, je peux pas vous faire la matière. Je peux pas vous mimer le disque d'accrétion, mais en gros, il y a voilà. Donc en gros, ce trou noir central supermassif va attirer la matière. La matière va pas tomber directement sur le trou noir, mais pour des raisons de physique. Vont émettre va tourner et donc en frottant ça va s'échauffer, ça va émettre dans tout un tas de gammes de longueur d'onde, hein. On va de la radio jusqu'au rayon gamma, donc c'est puissant, du plan-plan au très énergétique. Et donc moi je m'intéressais à ces régions émissives plutôt dans les hautes énergies. D'accord. Voilà, et il y avait tout un tas de modélisation à faire et de compréhension de modèles pour améliorer la cohérence entre l'observation via les satellites déjà. Et oui, donc. Et les modèles théoriques. Et donc après, vous n'avez pas fait de recherche? Et donc après, non, pas fait de recherche parce que, pour différentes raisons, notamment les débouchés possibles. Et après, j'ai fait de la médiation scientifique en petit boulot. Après, je suis rentrée dans le monde du conseil où j'ai fait du montage, de la coordination et de la négociation de projets européens. J'ai fait également du crédit impôt recherche. Et ensuite, ça fait 8 ans et demi que je suis rentrée donc, chez Aztec Paris Région. Tout d'abord en tant que chargée de mission et maintenant en tant que responsable R&D et directrice générale adjointe. Et quand l'initiative Booster est arrivée, il m'a semblé naturel d'aller vers ce type de m'engager dans la démarche, d'engager le pôle et ses partenaires dans la démarche, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'on est des consortia.
comme on disait, on mixe du spatial, du numérique et des applicatifs. Donc on s'entoure pour ça de tout un tas de partenaires pour vraiment décloisonner et casser les, le côté vertical de ces filières pour enrichir le débat et les échanges. L'union fait la force. Exactement. Alors, vous, quel est votre parcours? Alors, moi, je suis océanographe à la base, donc j'ai un doctorat en chimie marine. Quel était votre sujet de recherche? J'ai étudié l'interface eau-sédiment et en particulier le flux de nutriments, les nitrates et les phosphates. Surtout les nitrates, ça parle aux gens. Comment ces molécules-là s'échangent, changent de forme. Calculer les flux pour mieux comprendre en milieu côtier, dans les estuaires en particulier, comment ça s'échange. D'accord. Et vous n'avez pas fait de recherche après? Ah si, j'ai fait 15 ans de recherche. Oui, quand donc j'ai travaillé à l'Ifremer en France, et j'ai travaillé aussi pendant quelques années en Australie et en Angleterre. Et après ça, j'ai aussi travaillé sur la qualité de l'eau autour des centrales nucléaires situées en bord de mer. On a 5 centrales nucléaires aussi en France aujourd'hui en bord de mer. Donc je suivais la qualité de l'eau autour de ces centrales. Et alors, tout va bien? Tout va bien. Sur le plan de l'écologie, tout va bien. Après, on n'était pas habilité à faire des mesures de radionucléides, donc je ne peux pas vous dire sur le plan de la radioactivité. Mais l'environnement, ça me va déjà. L'écosystème va bien. Plutôt productif, puisqu'on rejette de l'eau chaude dans de l'eau plus froide. En général, ça a plutôt tendance à booster un peu le milieu, mais tout va bien. Ok, très bien. Voilà. Puis après, j'ai bifurqué aussi un petit peu sur la partie gestion de projets européens. Donc, comme j'avais eu plusieurs bourses européennes pour financer ma recherche, voilà, je suis rentré dans la gestion de projet, mais j'ai toujours un lien avec le maritime. Donc, et oui, du coup. Voilà, c'est mon background. C'est cohérent. Et vous? Moi, j'ai d'abord une maîtrise de géologie géotechnique, et après j'ai fait un doctorat de méthode physique en délai de détection. Alors je vais vous poser la même question, sur quoi a porté votre thèse? Alors j'ai fait une thèse sur les démélanges hyperspectraux. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est facile en fait. Le principe, c'est d'essayer de comprendre comment sont mélangées ce qu'on appelle les occupations du sol, c'est-à-dire ce qu'il y a à la surface du sol, à l'intérieur d'un même pixel. On connaît tous les pixels des images, par exemple, à la télé. On voit bien que c'est des petits carrés qui sont collés les uns aux autres et qui forment une image. Et pour les systèmes spatiaux, c'est la même chose. C'est des petits carrés collés les uns à côté des autres. Et la couleur du petit carré, elle dépend du mélange de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc le principe, c'est à partir de la couleur du petit carré et du pixel, d'essayer de retrouver quelles sont les couleurs qui ont été mélangées. Mais c'est génial ça. Voilà, donc merci. Donc ça c'était il y a quelques temps. Après je suis partie faire de la recherche aux États-Unis. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé d'abord pour une société privée pour faire de l'imagerie grand public. Et ensuite, j'ai travaillé pour Thales Alenia Space, où je fais le lien entre les utilisations des systèmes spatiaux, à quoi ça sert et comment c'est construit. Pour essayer de faire en sorte qu'on construise des choses qui servent à quelque chose. C'est mieux. Voilà, tant qu'à faire. Et que les utilisateurs s'adaptent aux meilleurs moyens qui sont à leur disposition. Voilà. Et c'est comme ça aussi que je suis arrivée au booster, parce que faisant le lien entre les systèmes spatiaux et à quoi ils servent, ça paraissait tout naturel de rentrer dans la dynamique des boosters. Du coup. Merci. Et vous alors, quel est votre parcours? Alors moi j'ai un doctorat de biochimie, biophysique. Alors, quel est le sujet de votre doctorat? Alors, je travaillais sur le virus du sida. Je me suis intéressée, en fait, le virus du sida, quand il s'accroche sur les cellules immunitaires, en fait, on cherchait à comprendre comment il arrivait à rentrer à l'intérieur de la cellule. Et en fait, il s'accroche sur 2 protéines qui sont à la surface de la cellule. Et la question, c'était pourquoi il choisit ces 2-là? Est-ce que c'est parce qu'elles sont déjà accrochées l'une avec l'autre, ou il les choisit un peu par hasard?
Et le fait est qu'il semble que ces deux protéines en fait sont déjà liées ensemble à la surface de la cellule et que c'est pour ça qu'il utilise ces deux-là pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la cellule immunitaire. Donc si on jette ces protéines, il ne peut plus s'accrocher. Oui, sauf que ce sont des protéines essentielles pour l'immunité. Donc Oui, du coup, bon. donc c'est légèrement si vous allez dans le compliqué. détail, évidemment. C'est ça. Ok. Voilà. Et après, durant ma thèse, je me suis très vite rendu compte, bon, la recherche, c'était sympa, mais c'était pas pour moi, en fait. Donc, du coup, après, j'ai fait un master de management de l'innovation. Je travaillais 1 an dans une start-up en biotech. Et après, j'ai intégré un incubateur. Et de fil en aiguille, en fait, après, j'ai rencontré le pôle Aerospace Valley et je participais au montage de l'incubateur ESABIC Sud France, qui est un incubateur de l'ESA en France. D'ailleurs, il va bientôt y avoir un ESABIC Nord France. Voilà, donc le but de ces incubateurs, c'est de favoriser, d'accompagner les entreprises qui sont dans les applications spatiales. Donc ça fait partie des actions du booster en fait. Et oui, du coup. Voilà, de fil en aiguille, après du coup je me suis occupée de tout ce qui était la partie Act in Space et émergence de projet. Mais du coup, vous êtes totalement éloigné de la médecine, enfin tout ce cas de la biologie. Oui, en fait, je suis toujours dans un secteur, donc c'est les compétences que j'ai acquises dans tout ce qui est le domaine scientifique qui me permettent après de comprendre les différents sujets sur lesquels je travaille. Dans le monde de la recherche, on apprend de nombreuses compétences qui sont transversales et d'ailleurs je trouve ça génial qu'il y ait 4 docteurs réunis sur cette table et qui montrent qu'un docteur n'est pas forcément un chercheur en fait. Je fais un gros complexe d'infériorité, mais je trouve ça pas si facile. Non, mais faut absolument pas parce qu'en fait généralement on a du mal à. On pense souvent que les chercheurs ne sont pas faits les docteurs ne sont pas faits pour travailler ailleurs que dans la recherche. Et vous êtes des contre-exemples. Un bel exemple du fait que. Et je voudrais vous remercier aussi parce que vous êtes 4 exemples, et les boosters en général, que en fait le spatial ça sert à quelque chose parce que c'est quelque chose que c'est une réflexion qui revient très très souvent dans mon métier, c'est ouais mais le spatial ça coûte cher et ça sert à rien. Alors ça coûte cher déjà, c'est à discuter, ça coûte cher mais ça rapporte encore plus donc voilà souvent. Et effectivement ça ne sert pas à rien puisque toutes ces données qu'il y a de satellites etc. Reservent, c'est votre job de vous en servir et de les réinjecter dans des entreprises qui s'en serviront au quotidien. Donc merci pour ça. Et vous parliez de partenaires tout à l'heure, donc j'ai cru entendre l'ESA, le CNES. Est-ce que vous avez d'autres exemples de partenaires ? Alors dans les boosters, chacun d'entre nous s'est appuyé sur son écosystème local pour constituer le consortium mêlant les acteurs du numérique, du spatial et des applicatifs. En ce qui concerne le booster Seine-Espace, donc on s'étend sur la vallée de la Seine. On est donc le mandataire, c'est le pôle Aztec Paris Région. On s'est entouré de 2 pôles de compétitivité sur le numérique, que sont Cap Digital et Systématique Paris Région. On s'est entouré également de l'Institut de recherche technologique Systemix. D'accord. Nous sommes également accompagnés par la ComUE Paris-Saclay, donc qui a une forte communauté du spatial, et également l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui a beaucoup travaillé, dont les chercheurs travaillent beaucoup sur la partie Copernicus et notamment les services développés dans le cadre de Copernicus. On a également la Société d'accélération de transfert technologie Paris-Saclay. Oui. On était dans l'écosystème Paris-Saclay, oui, donc c'est ça, Paris-Saclay partout. Voilà. On a également l'accélérateur de start-up Starburst, qui est également présent sur le Paris Air Lab. On a également Normandie Aéroespace, qui est une filière aéronautique spatiale défense en Normandie. Et également le pôle Moveo, qui est plutôt sur la mobilité terrestre et qui couvre l'Île-de-France et la Normandie. D'accord. Donc une dizaine de partenaires qui travaillent tous finalement dans le même sens pour faire émerger de beaux projets. Et vous travaillez avec l'IFREMER ou pas ? L'IFREMER, on travaille toujours en étroite collaboration avec l'IFREMER, mais ils font pas partie formellement du consortium. Le consortium est composé donc du pôle mer Bretagne-Atlantique pour le coordinateur, c'est nous. Pour la partie spatiale, on s'appuie sur le groupement d'intérêt scientifique Bretagne Télédétection, qui réunit les acteurs majeurs de la télédétection et donc du satellite sur la partie ouest de la France, incluant l'IFREMER, le Météo France, Centre météorologique spatial de Lannion, Université de Rennes 1, Rennes 2, Agrocampus, il y a 11 partenaires. Et pour la partie numérique, on s'appuie sur le pôle de compétitivité Images et Réseaux, qui est basé à Rennes et Lannion. Et pour la partie, on va dire, plus accompagnement de
des startups et entrepreneuriat. On s'appuie sur la métropole French Tech Brest Plus et la société d'accélération de transfert technologique Ouest Valorisation. Voilà, donc comme ça on a le panel de toutes les compétences, le numérique, le spatial, la mer et la partie accompagnement d'entreprise. Et vous alors, quels sont vos partenaires? Alors nous, on a un consortium qui est composé de 7 pôles de compétitivité différents, avec le pôle mer Méditerranée, le pôle Cap Énergie, le pôle Optitech, le pôle eau, le pôle Safe bien sûr, mais aussi le pôle LCS qui s'occupe, qui est un pôle numérique, c'est solutions communicantes sécurisées. Je ne sais plus combien j'en ai dit. Enfin, c'est pas grave, mais en gros. Ouais, voilà. Ensuite, on a aussi, pareil que mes collègues, des accélérateurs, avec le Impulse pour la partie plutôt ex-Marseille, alors qu'on travaille plutôt avec Pégase Croissance pour la partie sud-est de la France. Ensuite, on travaille aussi avec des communes. On a de la chance sur le territoire d'avoir 2 universités qui ont le label IDEX. C'est un laboratoire d'excellence européen avec l'université Côte d'Azur et l'université d'Aix-Marseille. Oui, c'est ça. Et l'université d'Aix-Marseille. Et ensuite, on travaille aussi avec des communes qui regroupent des écoles. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est que on ne va pas forcément parler qu'avec des scientifiques, mais on va parler aussi, là, dans notre commune, on a des écoles de design, on a des écoles de commerce, évidemment, des gens qui font de l'économie. Et on fait en sorte de mélanger tout cet écosystème, c'est-à-dire des gens qui parlent plutôt technique, avec des gens qui parlent économie, et d'autres qui parlent design, marketing, pour arriver à créer une valeur ajoutée forte qu'on va exporter. C'est vraiment la démarche. On veut aller vers la création de valeur pour l'exportation. Et vous, alors, du coup, avec quels partenaires vous travaillez? Alors, au niveau du Booster Nova, il y a 7 pôles de compétitivité. Donc moi j'ai pris des notes parce que du coup comme je suis pas bien, c'est ça, c'est pas mal la coordinatrice vraiment, donc du coup je voudrais pas en oublier. Donc en fait il y a le pôle eau, le pôle agropolis, il y a Topos, il y a le pôle agri sud-ouest, il y a le pôle Derby, il y a Avenia, et en fait l'ensemble est coordonné par le pôle Aerospace Valley. Et après on va de Bordeaux, Toulouse et Montpellier en fait. On travaille aussi avec les métropoles et en fait dans chaque lieu on a des lieux totems où on organise des animations. Et voilà, des événements pour aller expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'on fait et voilà, et prêcher la bonne parole sur le spatial. Donc si je résume bien, si on a une entreprise ou un jeune qui a envie de travailler avec les données du spatial, en fait on peut travailler même dans le design ou même pourquoi pas dans la juridiction ou enfin dans des tas de domaines différents. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Absolument. Pardon, j'ai plus de voix. Mais il y a de la place pour tout le monde, absolument. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des groupes, en fait, qui vont mélanger, qui vont être transverses, qui vont mélanger des gens qui ont des cultures différentes, des visions différentes, pour faire en sorte que le projet soit un projet complet et soit le projet le plus innovant possible. Quand on discute avec quelqu'un qui est différent de nous, bah, ça nous enrichit. C'est pareil pour nos activités. Je salue mon Premier ministre qui passe là. Ah oui, voilà. Le mot de la fin, quelqu'un? Vous, peut-être? Vous avez envie de conclure? Après, je sais qu'au niveau du Booster Nova, on a aussi mis en place ce qu'on appelle des challenges numériques. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Les 4 boosters. Oui, les 4 boosters. Je pense que c'est important d'en parler. Parce que du coup, c'est des challenges en fait, sur des thématiques pour coupler en fait, le spatial avec d'autres domaines. Et il y a de l'argent en fait, qui est attribué au projet et qui permet après au projet de se développer. Et c'est quand même important parce qu'on ne fait pas qu'essayer de stimuler l'écosystème. On apporte quand même une pierre à l'édifice, une pierre financière. Ce qui est quand même important pour que les startups puissent se développer. Je pense que ce qu'il faut retenir des boosters, c'est que voilà, on est vraiment là pour accompagner les projets d'entreprise, que ce soit de l'émergence à plus loin, pour les aider également dans le développement économique. Comme on a vu, on a quand même des partenaires qui couvrent toute la chaîne de valeur, de vraiment le premier embryon jusqu'à
jusqu'à un accompagnement d'une entreprise formée, enfin déjà active. On est également, donc on est 4, on a un réseau assez dynamique, on sait échanger les informations, donc on n'est pas sectaire, hein, on est ouvert aux entreprises de toute région. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de pousser cette utilisation des données du spatial et que demain, finalement, on pense spatial quand on veut enrichir un produit, même un produit déjà existant. Eh ben, c'est un formidable mot de la fin. Merci à vous et vive le spatial. Merci. Merci.